Bienvenue sur la plateforme de webinaires Mes réponses sur la fertilité et la Société européenne de fertilité. Donc la Société européenne de fertilité a été créée pour soutenir, sensibiliser et éduquer les patients qui luttent pour devenir parents et qui doivent passer par la PMA. Et pour cela, nous invitons les meilleurs experts en fertilité pour vous aider à faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, et pour vous permettre d'être mieux informés sur toutes les solutions qui sont disponibles. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à notre partenaire technologique ClickMeeting. Et je suis Stéphanie Tout-le-Monde, donc je suis coach en fertilité. Je propose un accompagnement émotionnel à toutes les femmes et tous les couples qui sont en parcours PMA. Et aujourd'hui, je serai votre hôte lors de ce webinaire dans lequel nous allons aborder le sujet de la PMA en solo, la maternité en solo. Et notre expert pour parler de ce sujet est le docteur Vladimiro Silva. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Donc docteur, vous êtes embryologue, directeur du laboratoire de FIV et fondateur de FertiCentro, qui est une des principales cliniques de fertilité au Portugal. Et vous êtes un habitué de nos webinaires et je suis sûre que vous allez apporter de nombreuses clarifications sur ce sujet. Okay. Je voulais juste préciser que l'événement est enregistré, mais que l'anonymat des participants est respecté à tout moment et l'enregistrement sera disponible à partir de demain. Donc on va commencer par la présentation du docteur Silva et je vous invite pendant la présentation à écrire dans le chat en bas à droite toutes vos questions parce qu'à la fin du webinaire, on dédiera un espace pour répondre à toutes les questions qui auront été posées. Voilà, donc je vous laisse la parole, docteur Silva. OK. Bonsoir Stéphanie, merci pour l'invitation, merci aussi à la Société européenne de fertilité de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici, pour moi, d'être ici et de pouvoir parler de ce sujet. La maternité en solo, en effet, est un des thèmes plus importantes pour nous. Nous avons pas mal de femmes qui essaient de tomber enceinte en solo et donc j'ai tout plaisir d'échanger avec ce public. Je vais partager mon écran, Oui. donc on voit si ça marche. Je pense que vous voyez mon écran à ce moment. Oui, ça y est, on voit. Ok, ça y est. Donc, c'est bon? Vous voyez ma présentation? Oui, parfait. Je cache mon micro et ma caméra et je vous laisse faire la présentation. Ok, bon, très bien. Donc, bienvenue. Nous sommes ce soir ici pour parler des mamans en solo, tout ce qu'il faut savoir sur la maternité en solo. Bien sûr, il y a pas mal de choses à savoir sur ce sujet. Je vais essayer de me concentrer essentiellement sur quatre sujets les plus importants, sur les choses qui concernent la majorité des questions qui nous arrivent. Donc, habituellement, quand vous souhaitez avoir un bébé en solo, la première préoccupation, je peux même dire de presque toutes les femmes, est comment est-ce que je peux choisir un donneur de sperme? Est-ce que ce donneur devrait être anonyme? Quoi faire si mon futur enfant pose la question par rapport à l'identité du donneur, etc. Bon, nous comprenons cette inquiétude, mais il faut d'abord clarifier certains aspects, surtout des aspects médicaux. Donc, la première chose à faire si vous souhaitez avoir un projet en solo, c'est contacter un spécialiste de PMA parce qu'il y a nombreux paramètres qui doivent être évalués au préalable et au préalable, nous devrons déterminer quelle technique est la plus adaptée à votre traitement. Le paramètre le plus important est sans doute votre âge, parce qu'avant les 35 ans, le pronostic est très bon, il y a encore le temps, et donc tout va se passer, tout est plus facile en effet. Mais après les 35 ans, la grossesse est bien sûr possible, mais nous devrons avancer le plus vite. Au Portugal, il y a un limite d'âge qui sont les 50 ans. Donc, je dirais que il faut toujours penser aussi à ce limite d'âge parce que parfois les patientes
ne prennent pas ces informations en compte et parfois il est trop tard pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc, la première chose que parlons un peu des techniques qui peuvent être utilisées. Donc, pour les femmes plus jeunes qui cherchent à avoir un enfant en solo, disons, la technique préférable, c'est l'insémination intra-utérine. C'est une technique de première ligne où dans laquelle la fécondation a lieu à l'intérieur du corps de la femme. Il faut bien sûr que les femmes aient une perméabilité bilatérale des trompes de Fallope. C'est, comme je disais, particulièrement adapté aux femmes de moins de 35 ans, mais par contre, il n'y en a que 10-15% de réussite en moyenne. Bien sûr, pour les femmes âgées 25-30 ans, on peut parler même de 30-35%. Pour les femmes un peu plus âgées, disons 37-38 ans, on parle déjà de 7-8-10%. Donc, en termes moyenne, 10-15% de réussite, c'est ce qu'on peut attendre de cette technique. On va avec un petit cathéter, on laisse le sperme, on dépose le sperme à l'intérieur, au fond de l'utérus, et on attend que la fécondation se passe naturellement. Ensuite, on a la FIV, la fécondation in vitro. C'est, disons, une technique un peu plus poussée. La fécondation a lieu au laboratoire de FIV. C'est une technique qui est adaptée aux cas les plus complexes. Le taux de réussite est bien sûr supérieur et très dépendant de l'âge de la patiente, mais on peut parler des taux de réussite environ 50%. Les femmes qui ont plus de 39 ans, incluant des 39 ans, ou qui ont un diagnostic spécifique, peuvent également recourir à ce que nous appelons le diagnostic préimplantatoire. Je parlerai de ce sujet un peu plus tard. Et bien sûr, pour les femmes plus âgées ou pour les cas dans lesquels les ovaires ne fonctionnent correctement, on peut faire la FIV avec un double don. Ces techniques peuvent être utilisées jusqu'à 50 ans. Et elle a le meilleur taux de réussite possible, entre 60 et 65%. Mais bien sûr, il y a le petit problème de que les ovocytes utilisés ne sont pas les ovocytes de la femme. Il est très important de parler donc avant de se lancer dans un projet à solo, il faut que les femmes comprennent exactement qu'est-ce qu'elles peuvent attendre. Et donc, le paramètre le plus important, c'est l'hormone antimullérienne, en anglais AMH. Donc, on voit que les valeurs de l'AMH sont très différentes selon l'âge de chaque patient. On voit ici du côté gauche l'âge féminin, ici les valeurs de l'AMH en nanogrammes par millilitre. On voit par exemple qu'une femme âgée 36 ans qui a une AMH 2,5 par exemple, elle aura en moyenne 11,4 ovocytes. Okay? C'est ce qu'on peut attendre et ces 11,4 ovocytes sont liés à une probabilité de 70% d'avoir au moins un enfant né. Okay? On voit bien sûr si la femme a moins de 35 ans et une AMH un peu plus élevée, plus de 6, on va avoir 26 ovocytes et une probabilité supérieure à 90% d'avoir un enfant. Et donc, tout ça est un jeu de probabilité. Selon votre niveau d'AMH, selon votre âge, on va pouvoir faire une prévision, soit par rapport au nombre d'ovocytes qu'on va obtenir dans un projet en solo, soit par rapport à ce qui vous intéresse, qui est la probabilité d'avoir un enfant. Bien sûr, pourquoi est-ce que je parle d'ovocytes? Parce que l'autre technique, l'insémination, est une technique de première ligne qui a une probabilité de réussite très en ligne avec le taux de réussite d'une reproduction naturelle. Et donc, à partir des 35 ans, nous recommandons que les femmes pensent à des techniques un peu plus poussées. Il y a aussi une autre chose, c'est la préservation de la fertilité. Parfois, les femmes qui souhaitent avoir un projet en solo, elles hésitent un peu entre avancer avec un projet en solo ou garder ses ovocytes pour plus tard si les
si les choses changent, etc. Et donc, ce graphique, cette table aide aussi à cette prise de décision parce qu'on voit que si on a quel est le nombre d'ovocytes qu'on peut attendre d'une stimulation ovarienne et quelles sont les probabilités de grossesse associées à ce nombre d'ovocytes. Dans ce nouveau graphique, on voit les choses d'une manière peut-être plus claire. On voit par exemple si on a une femme âgée 40 ans qui est par exemple 10 ovocytes, on voit que ça correspond à une probabilité de 30% d'avoir au moins un enfant. Bien sûr, on voit que si cette femme fait par exemple un cumul ovocytaire et on arrive à avoir 20 ovocytes, les chances montent de 30 à 50%. Et donc, c'est avec ce genre d'informations qu'il faut prendre les décisions. On voit que pour les femmes plus âgées, les chances sont plus faibles, le nombre d'ovocytes nécessaires est incroyablement élevé et on sait que les ovaires dans les âges plus avancés ne sont capables parfois de produire que 1, 2, 3, 4 ovocytes. Donc nous sommes dans ce côté du graphique, mais cet exercice peut aider les femmes à prendre les décisions, soit par rapport à la préservation de sa fertilité, soit par rapport au pronostic reproductif avant d'entamer un procès de maman en solo. Bien sûr, il y a des femmes qui arrivent ici, bon, mais je ne souhaite avoir seulement un enfant, je souhaite 2, 3 enfants. Enfin, ça c'est aussi envisageable. Ça dépend de l'âge de femme et nous sommes prêts à vous donner les probabilités. Par exemple, dans l'âge de 30 à 34 ans, on sait que si nous avons 10 ovocytes, on a une probabilité de 60% à peu près d'avoir un enfant. C'est à peu près le même taux de réussite que le don d'ovocytes parce que les données appartiennent aussi au groupe d'âge avec le meilleur pronostic. C'est avant les 34 ans. Donc, mais si cette femme souhaite avoir 2 enfants, on voit qu'avec 2 ovocytes, on n'a que 20% de probabilité. Et si on souhaite un 3e enfant, la probabilité pour avoir un 3e enfant sera environ 5% si nous n'avons que 10 ovocytes. Okay? C'est possible, mais c'est peu probable. Bien sûr, si on a 20 ovocytes, ça monte. Si on a 30 ovocytes, ça monte encore plus. Okay? Ça dépend un peu de la situation de chaque femme. Ces graphiques servent pour aider à la prise de décision, surtout à l'heure de congeler les ovocytes pour préserver la fertilité ou pour dans le cas où les femmes will, par exemple, considérer la possibilité de faire plus qu'une seule stimulation, parce qu'on sait que la qualité ovocytaire féminine, elle ne va pas améliorer, elle va diminuer avec l'âge, et donc il faut mettre toutes les données sur la table avant de prendre une décision. Ça, c'est le type de conversation que nous avons avec nos patients, parce qu'il faut en discuter très clairement pour tout d'abord savoir ce que chaque femme souhaite pour quel est son plan de vie, son plan de famille, pour maintenant, pour l'avenir. Et donc, c'est le type de choses que nous discutons avec nos femmes. Pourquoi? Parce que ça, c'est la réalité. Ici, on voit dans ce graphique, ce sont les résultats des traitements de PMA réalisés aux États-Unis à l'année 2017, mais c'est toujours la même chose, pardon, l'année 2015. Et on voit que dans la ligne bleue, on voit les résultats avec l'endovocyte et on voit que c'est à peu près la même chose pour tout groupe d'âge, donc environ 60%. Toujours 60%, lorsqu'avec les ovocytes de la femme, ça commence très élevé, 50% à peu près, mais à partir des 35 ans, ça commence à diminuer et ça arrive presque à zéro à l'âge 45, 46 ans. C'est l'arrivée de la ménopause aussi. Donc ça, c'est l'évolution de la fertilité naturelle et donc il faut toujours prendre ces données en compte quand on va se lancer dans un projet en solo. Okay? C'est le plus important pour la prise de décision, c'est avoir tous les éléments, toute l'information qui concerne les traitements, le pronostic, les techniques disponibles et ainsi prendre la bonne décision.
Euh, et surtout, il faut aussi faire attention à ce qui est annoncé parfois par les cliniques. Par exemple, parce que c'est relativement facile jouer avec les chiffres. Par exemple, si on dit qu'on a un taux de grossesse de 60%, ça signifie qu'après une tentative, 60 patients tombent enceintes et 40 ne tombent pas enceintes. En transférant un deuxième embryon pour les 40 embryons, pour les 40 patientes qui n'étaient pas enceintes après le premier, on aura 24 patientes qui seront enceintes et 16 qui ne seront pas enceintes. En faisant ça par la troisième fois, pour la troisième fois, on voit que on aura 9 patientes qui tomberont enceintes et 7 qui ne seront pas enceintes. Donc, on peut voir qu'après trois transferts, nous pouvons parler d'un taux de réussite de 93%. Mais c'était toujours 60%. Okay? Donc, c'est aussi un conseil pour les femmes qui se lancent dans un projet de maternité à solo. Il faut faire attention aux statistiques qui sont annoncées par les différentes cliniques parce que parfois on voit 93%, 95%, 98%, mais c'est toujours 60%. C'est ce que la nature nous donne. Le reste, un jeu c'est jouer avec les nombres, avec les chiffres, c'est jouer mathématiquement avec la même situation, présenter la même information d'une manière différente. Okay? Donc, il faut faire attention, surtout parce que les femmes souvent prennent des décisions qui ont une énorme qui ont des énormes conséquences dans sa vie future et donc il faut faire beaucoup d'attention à ça. Ensuite, on peut parler un peu des pays aussi, du diagnostic génétique préimplantatoire, ce que nous appelons en anglais le PGTA, et on voit que, par exemple, que, qu'il y a un pourcentage assez significatif d'embryons qui sont porteurs d'anomalies génétiques. On voit par exemple qu'à l'âge des donneuses d'ovocytes, 36 à 40% des embryons portent des anomalies génétiques. Ça explique le taux de réussite de 60%, duquel nous avons parlé, mais que surtout, par exemple, à partir des 38-39 ans, on parle déjà de 64% de probabilité d'avoir un embryon qui n'est pas normal du point de vue génétique. Donc, c'est à partir de cet âge que nous recommandons l'utilisation du PGTA. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que si les résultats du don d'ovocytes, si nous transférons un embryon à hasard, on a 60% de probabilité de grossesse. Si nous transférons l'embryon après le DPI, on va avoir la même chose. Donc, c'est pour ça que nous recommandons le DPI à partir des 39 ans de la femme et on voit que en transférant un embryon testé dans un âge plus avancé, on va avoir à peu près les mêmes résultats pour tout groupe d'âge. On voit ici, par exemple, que en transférant des embryons dans les barres disons, gris. On a les résultats, les taux de réussite pour les femmes qui ont fait des FIV avec le transfert des embryons testés par des pays. On voit ici que, par exemple, avant les 35 ans, en transférant des embryons génétiquement viables, on n'a que 60% de réussite. La même chose qu'avec les données d'ovocytes. Mais on voit que cette probabilité de réussite reste relativement stable au cours de tout groupe d'âge. Et en orange, on voit la probabilité de grossesse naturelle, disons, pour le même groupe d'âge. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, le DPI, il ne va pas améliorer la qualité des embryons. Il va tout simplement nous aider à sélectionner les embryons qui ont un meilleur pronostic et comme ça, nous aurons un meilleur taux de réussite. Donc, le DPI, c'est pas pour augmenter la probabilité de grossesse. Le DPI sert pour nous informer, pour aider à la prise de décision, surtout pour les femmes plus âgées.
c'est-à-dire les femmes à partir de l'âge de 39 ans, parce que c'est quand le risque d'avoir un embryon porteur des anomalies génétiques devient vraiment significatif. C'est pour ça que nous le recommandons. Encore une fois, c'est sert pour les femmes qui essayent de tomber enceinte euh, en solo. Il faut, bien sûr, quand vous parlez avec les cliniques, dépendant de votre cas, de votre âge, prendre la décision par rapport au DPI, si c'est une bonne idée de le faire ou pas. Alors, et donc, parlons du choix du donneur. Okay. Chez Fertil Centro, nous avons notre propre banque de sperme et nous travaillons aussi avec des banques de sperme externes. Actuellement, nous travaillons avec deux banques de sperme en Danemark, au-delà de la banque de sperme portugaise. Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, au Portugal, nous avons l'avantage d'avoir l'une des plus avancées et plus favorables lois de la PMA au Portugal. Les enfants qui sont issus d'un don ont le droit d'accéder à l'identité de leur donneur à l'âge de 18 ans. Cet accès à l'identité du donneur est accordé et garanti par l'État portugais et ces informations sont conservées pendant 75 ans. C'est-à-dire, même si une clinique ferme, l'accès à l'identité du donneur est toujours protégé et donc c'est quelque chose à laquelle les enfants, les personnes issues de la PMA ont le droit. C'est la même loi qui existe en France. C'est une loi différente de celle qui existe dans d'autres pays qui sont aussi très connus dans la PMA, comme la Tchéquie ou l'Espagne, etc. Comment donc est-ce qu'on peut choisir notre donneur? Il y a donc des donneurs qui proviennent de notre banque de sperme. Et donc, si ça c'est le cas, nous vous transmettons son profil et vous pouvez l'approuver ou pas. Si vous préférez choisir une banque de sperme externe, vous pouvez sélectionner le profil de ce donneur en ligne dès que vous choisissez un donneur qui n'est pas de photos d'adultes. Donc, les photos d'enfants sont autorisées, les photos d'adultes ne sont pas autorisées au Portugal. Le nombre de dons par donneur est limité, contrôlé et transparent. Chaque donneur peut donner pour jusqu'à 8 familles. Le dédommagement au donneur de sperme est aussi transparent et fixé par la loi. 51 € par recueil de sperme et c'est le même montant pour tous les centres publics et privés. Ça, les paiements en espèces ne sont pas autorisés. Il faut le payer par virement bancaire. Le donneur doit signer un reçu pour des impôts. Donc, il y a toute une culture de transparence qui est très favorable, qui est très défenseur des droits des patients. Et il y a une autre chose qui est très importante. Non, pardon, je l'avais déjà indiqué. Alors, pourquoi choisir un donneur non anonyme? Bon, tout d'abord parce qu'il s'agit d'une question de droit de l'homme. Okay? Il y a une décision de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a dit que la législation internationale et européenne en matière de droits de l'homme a évolué vers la reconnaissance en droit à connaître ses origines. Et donc, il y a une recommandation de la Commission des affaires sociales, de la santé et du développement durable vers la levée de l'anonymat pour tous les futurs dons de gamètes. Bien sûr, chaque pays a sa propre autonomie, mais il y a cette recommandation qui met un peu de pression sur les différents pays dans ce sens. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà reconnu au moins 3 fois le droit de toute personne à accéder à ses origines personnelles. Il y a même 3 cas qui ont été jugés à sa cour, toujours en faveur de la levée de l'anonymat. Avoir un donneur non anonyme est aussi une question de santé publique parce que les personnes qui sont conçues grâce à un don anonyme d'ovocytes ou de sperme ne connaissent que
la moitié de leurs antécédents médicaux, ou aucun, s'il s'agit d'un double don. Et ça peut être particulièrement important, par exemple, dans les cas de certaines maladies génétiques, euh, quand on parle de leur détection, prévention, traitement et même de la gestion de ces maladies. Parfois, ce sont des maladies très sérieuses. Donc, par cette raison aussi, parce que c'est beaucoup plus facile à contacter un donneur qui soit non anonyme qu'un donneur anonyme. Donc, c'est aussi très important en termes de la santé de l'enfant qui sera né. Euh, il y a pas mal de pays qui n'ont pas un contrôle central sur les limites de dons et donc, comme ça, le risque de consanguinité est très élevé. Ici, au Portugal, on sait que, par exemple, chaque donneur de sperme ne peut donner que pour 8 familles et donc, ça assure que le risque de consanguinité est en effet très limité. Euh, et aussi parce que ceci est une question éthique. Quand on prend des décisions au nom des personnes qui ne sont pas encore nées, comme les enfants. Euh, donc, en réalité, la décision d'accéder à l'identité du donneur appartient aux enfants conçus grâce au don, non à ses parents et non aux hommes politiques. Okay, c'est l'importance de, c'est le côté éthique de cette décision parce que quand nous avons un donneur anonyme, c'est une porte qui, en théorie, il y a sans doute des exceptions, sera fermée pour toujours. Lorsqu'on nous parlons d'un donneur non anonyme, c'est un donneur, c'est une porte qui pourra être ouverte ou non. C'est une décision qui devra être prise par la personne à laquelle cette question intéresse le plus, c'est-à-dire les enfants, l'enfant issu du don. Et il y a aussi un problème parce que c'est inévitable que les donneurs soient non anonymes. C'est-à-dire, à cause des banques d'ADN qui existent actuellement, il y a des articles scientifiques qui sont publiés un peu partout qui nous disent que grâce aux banques d'ADN qui existent au monde entier, il y a des banques d'ADN qui ont 30 millions, peut-être plus, de profils enregistrés dans leur base de données. Sur le point de vue technique, il est suffisant que 2, 3, 4 cousins du donneur donnent son ADN pour la base de données et quelqu'un pourra trouver d'une façon relativement facile l'identité de son donneur. Il y a une association en France qui s'appelle PMA non anonyme qui a publié ces données. Grâce à la nouvelle loi française qui a levé l'anonymat des donneurs, il y a 4 donneurs qui ont été découverts. Cependant, grâce au test ADN, chez les banques d'ADN, il y a 117 donneurs découverts et 113 demi-frères et demi-frères génétiques qui ont été découverts. Donc, c'est-à-dire, en réalité, il n'existe pas, des donneurs anonymes. Ce qui existe sont des donneurs qui ont été d'accord pour lever son anonymat et les donneurs qui ont donné pensant qu'ils étaient anonymes, mais qui seront découverts contre sa volonté, sans recevoir le conseil psychologique approprié et qui peut-être ne seront pas d'accord de révéler son identité aux personnes issues d'un don. Donc, par cette raison, c'est beaucoup... et personne ne souhaite pas que avoir un enfant qui va avoir idéalisé sur qui sera son donneur pendant toute sa vie et à l'âge de 18, 20, 30 ans, quel que soit, il arrive à contacter le donneur à travers un test ADN et le donneur va le rejeter parce qu'il ne pensait pas pouvoir être découvert, il n'est pas d'accord avec la révélation de son identité, etc. Lorsque quelqu'un qui sait déjà que ça peut arriver, c'est quelque chose que cette personne l'attend déjà et donc la probabilité d'avoir une réjection est significativement inférieure.
Qu'est-ce que ça signifie, être un donneur non anonyme? Bon, euh, il y a pas mal de choses associées à un donneur, à avoir un donneur non anonyme. La première chose, c'est que vous décidez toujours ce qui est le mieux pour vous et votre famille. C'est à vous de révéler à votre enfant qu'il a été conçu avec l'aide d'un donneur. Sans doute que quand vous êtes une maman en solo, ça c'est relativement évident, mais nous connaissons des cas où cette information n'a pas été partagée avec les enfants. Donc, c'est une décision qui appartient à la femme et c'est aussi, et donc, personne ne pourra pas interférer euh, dans votre décision personnelle. Donc, c'est une question d'autonomie de la famille. C'est la famille qui décide si l'enfant a le droit d'accéder à l'identité du donneur ou pas. Si vous souhaitez de ne pas donner cette possibilité à votre enfant, c'est toujours votre décision. OK? Personne ne pourra pas interférer dans ça. C'est aussi c'est un type de décision qui protège la vie privée de votre enfant, parce que le donneur ne peut jamais contacter votre enfant. Les donneurs renoncent à tous les droits concernant les enfants et votre enfant n'aura aussi aucun droit par rapport au donneur. Donc, ce type de donneur, ici c'est la même chose que les donneurs anonymes, il n'a pas, c'est-à-dire vous pouvez accéder à son identité même sans que le donneur ait aucun droit sur votre enfant. Ça vous protège beaucoup. L'autre chose, c'est que le degré, le pourcentage de détails qui sont laissés à hasard est inférieur. C'est-à-dire, les patientes, avant de choisir ou d'accepter un donneur, les donneurs ont accès à des profils détaillés qui couvrent une longue liste de caractéristiques. Donc, c'est pas, on parlera du profil détaillé des donneurs plus tard dans cette présentation. Et donc, c'est-à-dire vous pouvez contrôler un certain nombre de caractéristiques que vous cherchez dans le donneur. Et bien sûr, les donneurs reçoivent le soutien psychologique nécessaire pour assurer qu'ils sont préparés pour faire face à l'éventualité d'être contactés par des enfants nés depuis son don. Il y a aussi une plus grande clarté et responsabilité pour toutes les parties qui participent dans le traitement, c'est-à-dire les cliniques assurent que chaque don provient d'une source éthique et que chaque donneur est traité avec dignité. Et, et aussi la même chose que je parlais il y a quelques instants, le nombre de familles. C'est-à-dire, à partir de si un donneur est non anonyme, à partir de, c'est-à-dire quand une clinique vous propose un donneur, cette clinique va prendre en charge une responsabilité par rapport au choix de ce donneur. Okay? Et personne ne peut pas dire, bon, c'était le hasard, parce qu'on ne peut pas révéler qui est le donneur, etc. Non. Si vous contactez la clinique disant, mais c'est lui le donneur que vous m'avez décrit comme ci et comme ça, oui, parce que donc les cliniques prennent responsabilité sur les indications, sur les informations qu'elles donnent aux patients, parce que cette information pourra être vérifiée dans l'avenir. Donc, c'est une responsabilité significativement supérieure et c'est pour ça que nous donnons des profils détaillés pour que les patients se sentent en toute confiance avec ce processus. Euh, il y a aussi cette culture de transparence qui, qui empêche que disons, la vente aux enchères pour les donneurs. Le dédommagement aux donneurs est fixé par l'État et c'est le même pour toutes les cliniques publiques et privées. Dans le cas des donneurs de sperme, 121 euros.
Le don d'ovocytes, par exemple, c'est 1019 euros. Les donneurs doivent signer un reçu, les paiements en espèces ne sont pas autorisés, donc c'est un système très transparent. Ici, on voit dans cette table, c'est en anglais, je suis désolé, mais je peux vous expliquer. Donc, du côté gauche, nous avons les dons anonymes et les dons non anonymes. Quelle est la différence? Si vous souhaitez partager le fait qu'il y a une donation, ça c'est possible qu'avec les dons non anonymes. Vous contrôlez toujours la narrative, comme avec les donneurs anonymes. Euh, les contacts avec le donneur, dans certains cas de maladies sérieuses, c'est beaucoup plus facile avec les dons non anonymes. Les donneurs sont d'accord pour être contactés, ils souhaitent être contactés. Donc, s'il y a un désir de la part de votre enfant ou si votre enfant a besoin de contacter le donneur par quelque raison, ça c'est possible avec les dons non anonymes. Les parents ont une assurance par rapport au nombre de dons par donneur. Bien sûr, ça c'est aussi possible avec les donations anonymes, mais c'est pas ce qu'on voit dans la pratique clinique. Et, et les donneurs et les profils détaillés de donneurs sont disponibles que dans les pays qui pratiquent le don non anonyme. Donc, comment est-ce que nous sélectionnons nos donneurs? C'est relativement facile. On fait une évaluation clinique, on évalue son histoire clinique et familiale, on fait le dépistage des maladies infectieuses et on fait aussi le dépistage génétique. On fait aussi une évaluation psychologique pour évaluer la santé mentale du donneur. Et nous évaluons l'ouverture du donneur au processus de don, le compromis, la collaboration, sa responsabilité, s'il comprend les étapes du processus, s'il comprend les conséquences pour l'avenir, on va l'éduquer émotionnellement, on va le soutenir émotionnellement. On fait aussi les dépistages génétiques, on peut faire des tests qui arrivent pour exclure plus de 500 ou même plus de 2200 maladies récessives. Donc, ce sont les tests que nous pratiquons chez notre clinique Fertis Emploi. Ce type de test est valide seulement avec nos propres donneurs. Bien sûr, les banques de sperme externes ont aussi ses propres tests. Mais ici, si vous souhaitez être complètement rassuré, on peut vous dire qu'un donneur de sperme on peut exclure même plus de 2200 maladies génétiques récessives, ce qui est une assurance très importante. Bien sûr, il y a peut-être 4000 maladies génétiques connues. Donc, ce n'est pas la totalité, mais c'est sans doute une énorme partie des maladies génétiques possibles. Donc, par rapport, par rapport au profil des donneurs, ceci est l'exemple du type d'information que nous partageons avec nos patients. Donc, ça, c'est l'information que nous donnons à nos patients. Il faut bien sûr dire que pas tous les donneurs ont le même type d'information disponible. Okay? Les donneurs les plus récents ont des profils très complets, et ça, on peut l'assurer. Les donneurs plus anciens ont des profils qui, parfois, ils sont aussi des profils très complets, mais il y a des petites différences. Mais de toute façon, on voit ici un exemple, ceci est un exemple réel d'un donneur on voit ici son origine, les caractéristiques physiques, son groupe sanguin, niveau d'études, etc., son temps de peau. Par exemple, ce donneur a été classifié comme type 2. On donne des exemples pour que vous puissiez voir quels sont les types de peau qui existent, que nous considérons. On voit par exemple ce donneur a été classifié comme type 2. Type 2 signifie qu'il a une peau claire, qu'au soleil, ça devient légèrement marron, mais pas significativement. On donne aussi la liste d'examens cliniques qui ont été faits. Ça, c'est
c'est la routine pour tout donneur. On fait aussi une évaluation de son intelligence émotionnelle, une évaluation de sa personnalité. Tout ça est fait par notre psychologue. Les psychologues chez Ferti Centre travaillent d'une façon indépendante, donc ceci est un vrai examen psychologique. Ensuite, on donne aussi des données, des informations concernant la famille du donneur, les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, etc. Et, et on donne aussi des informations qui sont peut-être un peu bêtes, mais qui nous aident à former une idée de la personnalité du donneur. Par exemple, qu'est-ce que le donneur fait avec par exemple, ce donneur aime les chats, quelle est son couleur favorite, etc. Un message, en réalité, ce profil est d'une donneuse d'ovocytes, mais c'est la même chose en termes de type d'information. Okay? Donc, il y a un message du donneur qui est toujours dans le profil et voilà. C'est ça. À partir du moment où les patients reçoivent le profil du donneur, elles peuvent accepter le donneur ou pas. Si elles ne sont pas d'accord, on va proposer un autre donneur. Si elles sont d'accord, nous avançons avec ce donneur. Okay? Si le donneur vient d'une banque de sperme externe, sans doute qu'on le fera avec le profil qui est disponible dans cette banque de sperme, qui a l'avantage d'avoir des photos d'enfants du donneur. Bon, j'espère que ça pouvoir avoir été clair. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, voilà, j'arrête de partager mon écran. Ainsi, j'essaie. Et voilà, Stéphanie, je suis à votre disposition. Pardon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, c'était très complet. Alors, il y a quelques questions. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en bas à droite dans le chat. Donc, surtout, si vous avez... Je vais les poser au fur et à mesure, hein, mais s'il y en a d'autres, surtout, n'hésitez pas à les poser. Alors, à propos du choix du donneur, non, il y a quelqu'un qui demande, on peut donc choisir son donneur dans une banque de sperme et c'est la clinique qui s'occupe de tout. C'est ça? Oui, exactement. Donc, vous allez, donc il faut que vous allez vers la banque de sperme. Par exemple, si vous allez vers Krios ou European Sperm Bank, vous pouvez contacter la banque, voir dans la web, dans le site internet de la banque de sperme, et vous pouvez dire quelque chose comme j'aime le donneur Peter, ok? Et donc, on vous répond. Tout d'abord, il faut voir exactement quel est le type de traitement que vous allez faire. Si c'est un donneur, si c'est par exemple une insémination intra-utérine, il faut que votre donneur ait un certain type de paillettes, parce que pour une insémination, on a besoin des paillettes avec une mobilité de spermatozoïdes supérieure. Si c'est pour faire une FIV, on peut travailler en principe avec toute paillette, parce que pour nous, faire une FIV ou une ICSI, c'est la même chose. Donc, on vous dira, OK, c'est bon, une paillette, par exemple, pour une insémination avec Peter, depuis Krios ou European Sperm Bank, a un coût de disons 1000 euros. Si vous êtes d'accord, on commande la paillette. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Donc, en principe, ça passe pour nous. Bien sûr, il y a parfois des patientes qui ont des paillettes réservées chez certaines banques de sperme. Il faut toujours que nous confirmons que les paillettes correspondent à ce qui est préconisé dans la loi portugaise, c'est-à-dire donneur d'identité ouverte et des caractéristiques physiques compatibles. Okay? Donc, si on a ce genre, si ça c'est, et bien sûr, caractéristiques des paillettes aussi compatibles avec le type de traitement. Donc, si ça c'est assuré, on peut avancer. En principe, je dirais 90% des fois, c'est la clinique qui commande le sperme externe. Si jamais il y a une patiente qui a des paillettes déjà achetées, on peut l'organiser avec la banque de sperme pour les faire transporter les paillettes chez notre clinique.
OK. Et vous avez dit tout à l'heure que vous choisissiez les donneurs de manière à ce que l'enfant ressemble le plus possible à la maman. Si la femme souhaite un donneur d'un autre phénotype, est-ce que c'est possible? Oui, nous n'avons pas ce critère. C'est-à-dire, normalement, nous avons un rendez-vous avec l'infirmière qui est la coordinatrice de, de la banque de sperme dans laquelle on va discuter quelles sont les demandes par rapport au donneur. Okay? Donc, on essaye de trouver quelque chose qui, qui plaît à la patiente, okay? qui correspond aux demandes de la patiente et nous respectons le choix. Bien sûr, ça c'est limité à la disponibilité de donneurs. Nous avons des donneurs avec beaucoup de phénotypes différents, mais sans doute qu'on peut accommoder quel que soit le choix. Nous avons des femmes caucasiennes qui ont demandé des donneurs noirs. Nous avons aussi le contraire, des femmes noires qui ont demandé des donneurs caucasiens. Enfin, et il y a, par des différentes raisons personnelles, c'est pas à nous de le juger. Nous parlons toujours, habituellement, les femmes préfèrent quelqu'un qui soit plus proche de ses propres caractéristiques, mais il y a des exceptions. Bien sûr. Ok. Alors, bonsoir, j'ai 45 ans et c'est mon premier protocole. Je souhaite faire un essai avec mes propres ovocytes. Quels sont les risques? Bon, alors, il y a quels sont les risques? La première chose que nous devrons faire, c'est ce que j'ai dit au début de ma présentation. Il faut évaluer la réserve ovarienne. Donc, premièrement, il faut faire une évaluation donc, la réserve ovarienne a 3 paramètres qui sont très importants. Le comptage de follicules entre eux, c'est le nombre de follicules qui existent à l'intérieur des ovaires et qui sont disponibles pour participer dans le processus d'ovulation. Il y a l'hormone FSH et il y a l'hormone la plus importante de toutes qui est l'hormone antimüllérienne. On sait que à l'âge de 45 ans, il y a un pourcentage significatif des femmes, disons la grande majorité des femmes, a déjà une réserve ovarienne trop faible. Nous avons par contre des patientes qui ont tombé enceintes avec ses propres ovocytes à cet âge. Okay? Donc on va voir. Premier conseil, ne perdez pas de temps. C'est un peu la course contre la montre actuellement, donc il faut avancer aussitôt que possible. C'est-à-dire, pour un don d'ovocytes, on peut attendre jusqu'à 50 ans. Pour vos propres ovocytes, il faut le faire aussitôt que possible. Donc, évaluer la réserve ovarienne et quel est le risque? Bon, le premier risque, c'est le risque d'échec. Okay? Si l'embryon n'est pas viable, ça ne va pas fonctionner. Ou le risque de n'avoir pas une réponse des ovaires. Donc, on peut donner des injections, mais l'ovaire ne répond pas. En répondant, on peut peut-être n'avoir pas des embryons de bonne qualité. Si nous avons des embryons qui arrivent à J5, nous pouvons évaluer son contenu génétique parce que le problème d'âge est essentiellement un problème d'altération chromosomique au niveau des ovocytes. Et donc, il faut vérifier si l'embryon obtenu a une bonne qualité génétique. Si l'embryon est bon, et donc il faut faire le DPI ou le PGTA pour vérifier si l'embryon obtenu est de bonne qualité génétique. Si l'embryon est de bonne qualité, dans ce cas, il faut tout optimiser au niveau de l'endomètre pour maximiser la probabilité de grossesse. Si l'embryon est malheureusement porteur d'une anomalie, on ne va pas faire le transfert de cet embryon. Okay? Donc, les risques ici, le risque le plus grand, c'est le risque qualité ovocytaire, c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir un enfant avec une altération génétique qui est une probabilité importante, mais bon, on ne peut pas faire le temps aller en derrière, donc il faut le faire aussitôt que possible. Vous ne seriez pas la première, mais il faut vraiment l'évaluer avant de se lancer dans ce projet. Dès que les patients prennent des décisions informées, de notre côté, nous pouvons avancer. C'est vraiment, il faut surtout que les patients soient conscients des probabilités.
Et dans ce cas, nous sommes disponibles pour le faire. Vous avez parlé d'une course contre la montre et il y a justement une question sur les délais. Quels sont les délais pour faire une FIV avec don de sperme chez vous? Alors, aucun délai. Ça dépend que de la disponibilité des patientes, parce que parfois nous demandons des tests, des prises de sang. Il en a des prises de sang qui sont légalement obligatoires. Il y a aussi des prises de sang qui sont nécessaires pour éclaircir ce qui se passe, comme dans ce cas l'hormone antimullérienne, etc. Donc, ce sont des choses liées aux dates des règles, liées à la possibilité de faire une prise de sang dans le pays d'origine de la patiente. Et ensuite, nous avançons. Surtout pour les femmes qui ont un âge plus avancé, tous ces cas sont prioritaires. Même si nous sommes débordés, nous ouvrons des slots, c'est-à-dire des disponibilités extraordinaires, exactement, des disponibilités extraordinaires pour pouvoir faire ce type de cas parce qu'on sait qu'on ne peut pas attendre. Ok, d'accord. Et alors, dernière question, sauf s'il y en a d'autres, hein, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais la dernière qui est écrite ici, c'est: est-ce que vous avez assez de recul pour savoir si les enfants souhaitent connaître leur donneur? Alors, pas encore. Il y a encore une autre question. Mais bon, c'est au début. C'est la première question de tout. Donc, non, nous n'avons pas encore assez de recul pour le savoir. Ce qu'on sait, ce qu'on peut savoir, c'est ce qui est passé. Il y a seulement 2 pays qui ont changé cette loi il y a longtemps. C'est la Suède qui l'a changé dans les années 80, 90, sauf erreur, et le Royaume-Uni qui l'a changé en 2004. Selon les rapports que nous écoutons, il n'y a pas énormément de demandes d'accès à l'identité, mais il y en a pas mal de patientes qui le demandent. Cependant, par coïncidence, même cette semaine, j'ai été contacté par une femme qui avait un enfant avec nous avant l'altération de la loi. Mais heureusement, c'était un double don. Les 2 donneurs, la donneuse d'ovocytes et le donneur de sperme, ont été d'accord pour lever son identité. Donc, elle était très contente. Elle m'a appelé aussi au téléphone avec l'enfant. L'enfant était très intéressé de savoir qui étaient ses donneurs. Il a maintenant 6 ou 7 ans. Il me disait, bon, mais je souhaite connaître mon donneur et ma donneuse. Et je lui ai dit, non, il faut que tu attends un peu plus. Donc, dans 12 ans, tu auras l'accès à ces informations. Mais ceci est un exemple réel de quelqu'un qui est intéressé. Mais selon en Angleterre et en Suède, il y a pas mal de cas de personnes qui ont demandé. Très honnêtement, et on voit aussi l'exemple de l'association française PMA non anonyme. On voit que là-bas, il y a même des personnes qui font beaucoup d'efforts pour trouver ces donneurs. Donc, il y a une envie qui est très claire de la part des enfants nés. Je pense que c'est aussi une question culturelle parce que cette nouvelle génération, pour moi, peut-être pour toi, Stéphanie, je ne sais pas, mais pour notre génération, nous sommes un peu, les choses n'étaient pas aussi claires au passé. Actuellement, cette nouvelle génération cherche la transparence partout. Donc, je pense que le nombre de demandes sera très significatif. Donc, la loi a changé au Portugal en 2018. Donc, je pense que ça sera en 2036, 2037 que nous commencerons à avoir les premières demandes et je pense qu'on va avoir énormément de demandes. Oui, c'est vrai que c'est notre génération. Quel recul avez-vous des femmes qui ont reçu un double don de gamètes, par exemple, comment elles l'ont vécu? Alors, je dis ça toujours.
le, le double don implique le don d'ovocytes. Okay? Et donc, pour une grande partie des femmes, le don d'ovocytes n'est pas facile à accepter. Il faut faire le deuil de sa propre fertilité, il faut l'accepter. Donc, ça, c'est jamais une option, c'est toujours quelque chose d'inévitable. C'est-à-dire, personne n'arrive pas à une clinique et dit bonjour, je souhaite avoir un enfant avec les ovocytes d'une autre femme. C'est jamais un premier choix. Exactement, c'est jamais un premier choix. Donc, mais par contre, toute l'expérience de la maternité, de la grossesse, ça c'est déjà l'épigénétique, c'est-à-dire les altérations génétiques qui arrivent après la conception et qui dépendent beaucoup de l'organisme materne, parce que l'embryon, tout le développement embryonnaire est un dialogue entre le corps de la femme et le corps du bébé. Et donc, il y a des gènes maternes qui activent et inactivent les gènes du bébé. Donc, tout ce dialogue génétique qui existe a un rôle assez significatif dans le développement de l'embryon. Donc, je dirais que le double don, je le vois aussi un peu comme le don d'ovocytes, même pour les femmes qui sont en couple. Bien sûr, parfois, elles ont déjà un premier enfant et le don d'ovocytes, c'est pour que son mari puisse avoir aussi un deuxième enfant. Dans le cas d'un deuxième mariage, ça arrive beaucoup. Mais bon, c'est très bien accepté. Par exemple, l'exemple duquel je parlais il y a quelques instants, de l'enfant, c'était un double don. Donc, les femmes l'acceptent très bien, surtout parce que quand nous avons ce type de grossesse, c'est pour des personnes qui avaient déjà perdu l'espoir. C'est un peu souvent des personnes qui ne sont pas dans un bon moment dans ces vies, quand elles arrivent chez nous et quand elles nous demandent de l'aide pour pouvoir avoir un enfant, sa famille, etc. Bien sûr, elles croient dans le processus, mais disons, au niveau psychologique, il y a comme une espèce de fatalisme. C'est comme si elles ne croient pas que ça va vraiment marcher, qu'elles pourront vraiment avoir l'expérience de la maternité. Et quand ça arrive, quand elles commencent dans la grossesse à sentir le bébé, quand elles accouchent, pendant la lactation, tout ça, tout, on dit allaitement, lactation. Allaitement. Pendant l'allaitement et tout ça, la connexion qui se développe est aussi forte que la connexion avec un bébé qui soit génétiquement conçu depuis ses propres ovocytes. Donc, c'est ça. Donc, notre expérience et nous travaillons, notre clinique existe depuis 22 ans et nous avons toujours être très spécialisés dans le don d'ovocytes et donc les résultats sont extrêmement favorables. Et aussi le don d'embryon, il y a pas mal de cas qui font. Oui. Moi, je peux vous apporter juste ma vision comme coach, parce que justement, j'accompagne beaucoup de femmes qui font ce choix, qui doivent décider de faire un don d'ovocytes pour devenir maman. Et effectivement, il y a tout un travail à faire en amont, je pense, qui est important sur la vision de la maternité, etc. Il y a aussi se renseigner beaucoup sur l'épigénétique, et c'est très, très important, et le rôle, en fait, des donneurs dans la parentalité. Mais en tout cas, toutes les femmes que moi j'ai accompagnées là-dedans, quels que soient les doutes qu'elles avaient à l'origine, au moment où elles ont eu leur enfant dans leurs bras, il n'y avait plus de doute. Mais je pense que c'est quand même important de faire un travail en amont, quand même, pour accepter ça. Et alors, donc, la première et donc dernière question. Non, il y a une autre. Donc, peut-être. Allez, vas-y. Un nombre d'ovocytes prélevés très élevé, 20 à 25 ovocytes, peut-il être synonyme de mauvaise qualité? Parce qu'effectivement, il y a des parfois, on voit dans certaines cliniques qu'il y a 25, 30 ovocytes prélevés et d'autres 9, et on se dit, oulala. Alors, donc,
pendant plusieurs années, dans la communauté scientifique, initialement, on disait toujours que la quantité idéale était entre 8 et 15 ovocytes. Cependant, il y a des études plus récentes qui ont indiqué qu'il n'y a pas vraiment une limite pour le nombre, c'est-à-dire que la probabilité de grossesse augmente toujours avec l'augmentation du nombre d'ovocytes disponibles. Cependant, c'est aussi vrai que, donc, bien que la probabilité de grossesse augmente, c'est aussi vrai que le pourcentage d'ovocytes avec des caractéristiques anormales peut aussi augmenter. Mais si on pense en fonction du but de tout ça, c'est-à-dire de l'intérêt d'avoir un enfant, un bébé, je dirais que oui. Donc, c'est-à-dire, c'est préférable. Avoir 20, 25, c'est mieux qu'avoir 10, 15, OK, ou 5, 10. Donc, c'est pas vrai que la qualité va diminuer. Cependant, peut-être si on pense en termes de pourcentage d'ovocytes viables, peut-être que ça pourrait être vrai. Donc, mon conseil, surtout, bon, et si vous vous rappelez, dans le graphique, la table que j'ai montrée, le nombre d'ovocytes liés est toujours lié à une augmentation de la probabilité de grossesse. Okay? Il n'y a pas d'exception. Donc, en principe, actuellement, peut-être ça change à nouveau dans quelques mois ou dans quelques années, mais pour l'instant, ce que la science pense d'une façon, disons, la pensée dominante dans la science est que le plus d'ovocytes, le mieux. Okay? Dernière question, quels sont les délais pour un don d'embryon? Ça dépend. En fait, c'est une bonne question parce qu'actuellement, nous n'avons pas de délai. Nous avons des dons d'embryons disponibles. Nous sommes aussi dans la période de transition de la loi. Nous avions les embryons qui ont été donnés dans le temps de l'anonymat et nous avons un problème parce que la majorité des patientes cherchent des embryons donnés sans anonymat. Donc, jusqu'au mois de juillet, nous pouvons encore utiliser les embryons qui ont été donnés sous anonymat jusqu'au 31 juillet. Et pour les autres, il n'y a pas de limite. Mais nous avons actuellement pas mal d'embryons disponibles des deux types. Ça peut changer, bien sûr. Il y avait des périodes, par exemple, après la pandémie, on avait une pénurie d'embryons disponibles parce que tout le monde a un peu décalé ses traitements et on avait énormément de demandes et donc on a été sans embryons disponibles dans la période après la pandémie. Mais actuellement, non, nous sommes bien, on a une bonne quantité d'embryons disponibles. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez encore quelques minutes peut-être pour les poser si vous en avez d'autres. Non, je pense que non. Moi, j'avais une question du coup juste par rapport au sujet juste avant, le nombre d'ovocytes. Du coup, en don d'ovocytes, en moyenne, il y a combien d'embryons, d'ovocytes prélevés? Ça dépend. C'est environ 10 ovocytes toujours. Donc, en termes moyenne, c'est 10, 11 ovocytes. Et surtout, c'est sur un point de vue statistique, le nombre, parce que nous travaillons avec des garanties de blastocystes. Et donc, le nombre moyen de blastocystes pour un traitement avec ton ovocyte, c'est 4. Okay? Mais donc, statistiquement, on sait que 40% des ovocytes donneront lieu à des blastocystes. Et donc, normalement, c'est ça que je dis toujours aux patients. On se concentre sur le nombre de blastocystes parce que c'est avec ça que vous avez une probabilité réelle. Ça ne sert à rien d'avoir 20 ovocytes si vous n'avez que 2-3 embryons. Donc, c'est ça. 10 ovocytes, à peu près 4 blastocystes. C'est le nombre moyen. Les nombres moyens. Ok.
Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si jamais il y a des questions par la suite, de toute façon, vous pouvez toujours les poser au travers de la clinique ou alors mes réponses sur la fertilité. Donc, merci, Dr Silva, et merci Merci à tout le Stéphanie, monde d'avoir enchanté. participé. Enchanté encore une fois. Et merci aussi et surtout bonne chance pour tous vos traitements à vous que nous écoutez. Et j'espère que ça marche pour vous. OK? Ouais. Et je suis à votre disposition en cas de besoin, bien sûr. OK. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.